La jalousie peut parfois mener au meurtre. Mais comment une mère de famille en arrive-t-elle à commettre un tel crime? Revenons ensemble sur l'histoire de Kazuko Fukuda. Transportons-nous au Japon. Nous sommes en 1982 dans la ville de Matsuyama. Comme un peu partout dans le pays, cette ville connaît un taux de criminalité très faible. À vrai dire, la probabilité de se faire assassiner au Japon est de 1 chance sur 100 000. En plus, si par malheur cela arrive, il y a 96% de chances pour que la police retrouve le coupable. Sachant que les assassinats sont très rares, le délai de prescription pour ces crimes est de 15 ans. En d'autres mots, cela signifie que si un meurtre a lieu et que le coupable n'est pas attrapé dans les 15 années qui suivent, il échappera à toute condamnation et puis il pourra même se vanter de ce qu'il a fait auparavant sans risquer aucune poursuite. Heureusement, dans presque 100% des cas, le coupable est arrêté avant que le délai n'expire. Néanmoins, il y a une femme qui compte bien profiter de cette faille. Kazuko Fukuda est mariée, a 4 enfants et mène une vie des plus ordinaires. Cependant, la famille fait face à des problèmes financiers importants, principalement causés par les dépenses extravagantes de Kazuko, qui achète sans compter. Pour vous dire, la famille est endettée de près de 2 millions de yens, ce qui fait près de 17 000 euros. Pour rembourser ses dettes, elle prend un job d'hôtesse dans un bar et son salaire dépend des pourboires que les clients lui laissent. Malheureusement, elle n'a pas beaucoup de succès. Pourtant, elle fait de son mieux, mais il y a une collègue à elle qui est beaucoup plus populaire, une certaine Atsuko Yasuoka. Il y a quelque chose qui attire Kazuko chez cette fille, mais elle ne sait pas quoi. Était-ce le fait qu'elle soit jeune, pétillante, souriante? Elle n'a jamais l'air stressée pour ses factures. Après tout, elle gagne en un jour ce que Kazuko gagne en un mois. Elle ne veut pas l'admettre, mais elle a envie au fond d'elle de ressembler à Atsuko. Un soir d'août 1982, Kazuko aperçoit ce qu'a gagné sa collègue en une soirée. Si elle faisait autant d'argent par jour, elle pourrait rembourser ses dettes en un rien de temps. Décidée à se débarrasser de ses crédits au plus vite, Kazuko demande des conseils à sa collègue pour pouvoir attirer plus de clients et ainsi générer plus de pourboires. À sa grande surprise, elle l'invite à venir chez elle le soir même. Kazuko est ravie. Après avoir fini sa journée de travail, Kazuko se rend chez Atsuko. Arrivée sur place, elle découvre la vie de rêve que mène son amie. Un dressing rempli, une décoration épurée et chic. C'est tout ce dont a toujours désiré Katsuko. À la vue de toutes ces belles choses, la jalousie monte en elle et des pensées macabres traversent son esprit. Elle attrape la première chose qui se trouve à sa portée, une corde, et se jette sur Atsuko et l'étrangle à mort. Elle vérifie qu'elle ne respire plus et à ce moment, elle réalise ce qu'elle vient de faire. Il faut qu'elle trouve un plan. Son idée, c'est de faire passer la mort d'Atsuko pour une fugue. Elle doit faire croire à son déménagement soudain. Alors, elle commence à vider les tiroirs et à emporter tout ce qui peut avoir de la valeur. Meubles, vêtements, bijoux. Elle tâche de ne pas oublier les pourboires qu'Atsuko avait fait ce soir-là. Elle emporte tout ça chez elle. Le butin s'élève à plus de 9 millions de yens. Le travail accompli, Kazuko rentre chez elle et explique à son mari ce qu'elle vient de faire. Le pauvre homme est choqué. Il lui dit qu'elle doit se dénoncer à la police immédiatement. Mais Kazuko lui rit au nez. Elle vient de faire le plus dur, il ne reste plus qu'à cacher le corps, et il pense vraiment qu'elle va se dénoncer volontairement et croupir en prison. Elle a un autre plan en tête. Se débarrasser du corps d'Atsuko. Au vu du manque de coopération de son mari peureux, elle devient menaçante et l'oblige à l'aider sous peine de le tuer comme elle l'a fait avec Atsuko. Alors, dans l'obscurité de cette nuit d'été, les Fukuda se rendent discrètement chez la victime, transportent son corps et conduisent jusqu'aux montagnes isolées de Matsuyama où ils l'abandonnent. Là-bas, personne ne la retrouvera. Du moins, c'est ce qu'elle pensait. Suite à cette nuit effroyable, les Fukuda reprennent leur routine.
Kazuko n'a jamais été aussi heureuse. La voilà libre de ses dettes. Mais il n'a pas fallu beaucoup de temps pour que le corps soit découvert. Un couple de randonneurs signale leur sinistre découverte et l'enquête commence. Les policiers décident de rendre visite à Kazuko. Arrivée sur place, la femme n'est pas là. Elle a pris avec elle 600 000 yens en cash qu'elle avait volé chez Atsuko et laissé ses 4 enfants et son mari derrière elle. La meurtrière s'est envolée. Bien sûr, il est impossible d'échapper à la police indéfiniment, mais Kazuko n'a pas à disparaître pour toujours. Le délai de prescription est de 15 ans. Ça veut dire que si Kazuko échappe à la justice pendant les 15 prochaines années, elle pourra vivre librement sans craindre des poursuites puisque le délai serait expiré. Au final, ce n'est qu'un petit sacrifice comparé à la prison à vie au Japon. Alors, elle part en cavale. Pour réussir à vivre 15 ans sans se faire attraper, Kazuko établit un règlement. Premièrement, ne jamais rester au même endroit plus de 3 mois. Deuxièmement, ne jamais laisser personne la prendre en photo. Troisièmement, utiliser des faux noms à chaque nouveau emploi. Les fugitifs suivent souvent ce genre de règles et les policiers s'attendent à ce qu'elle fasse de même. Mais ils sous-estiment Kazuko. Alors que son mari est arrêté pour non-assistance de personnes en danger et complicité de meurtre, Kazuko est à Tokyo. Elle a rendez-vous avec un chirurgien plastique qui va lui refaire son nez, ses paupières et puis un lifting. Ce n'est pas donné, mais Kazuko sait ce qu'elle doit faire pour être libre dans quelques années. Et puis, ces changements esthétiques ne sont pas désagréables. Cela lui permet de paraître plus jeune, ce qui est finalement pratique pour obtenir plus de pourboires. Elle voit ça comme un investissement. Après ces opérations, elle voyage jusqu'à Kanazawa, où elle trouve un emploi d'hôtesse dans un bar un peu miteux. Quelques mois sont passés et elle est toujours en cavale. Sa vie, par contre, tourne au cauchemar. Kazuko devient paranoïaque. Si une personne la regarde fixement, ça veut sûrement dire qu'il l'a reconnue et qu'il va aller la dénoncer à la police. Alors, elle déménage souvent, mais encore une fois, c'est le prix à payer pour être libre dans quelques années. Elle se déplace de ville en ville, vivant dans la peur permanente. Elle donne des faux noms à ses employeurs, mais cela n'est pas suffisant. Pour éviter qu'on la reconnaisse, elle retourne chez un chirurgien pour s'assurer de ne pas ressembler à la femme d'avant et elle se refait le visage une nouvelle fois. 3 ans sont passés et Kazuko reste introuvable. Pour autant, les recherches s'intensifient. Des avis de recherche sont publiés dans la région. Ce qu'ignore la police, c'est que ce visage n'existe plus. Ils cherchent une femme impossible à trouver qui est déjà partie bien loin. Quelques années plus tard encore, en 1988, Kazuko Fukuda tombe amoureuse d'un client du bar. Il a un magasin de bonbons qui fonctionne plutôt bien. Alors, il lui propose de venir travailler pour lui. Les ventes se portent au mieux et Kazuko, qui ne connaît aucune limite, reprend contact avec l'un de ses fils. Elle lui propose de venir travailler avec elle. Elle dit au patron, qui entre-temps est devenu son petit ami, qu'elle connaît quelqu'un qui pourrait faire l'affaire comme 3e employé. Lui, il accepte de l'embaucher et Kazuko se retrouve avec son fils. Pendant tout ce temps, l'homme ignore la vraie identité de Kazuko. Fou amoureux, il la demande même en mariage, mais en parallèle, des avis de recherche sont publiés dans tout le pays. Une personne de l'entourage de cet homme fait le lien entre la femme de l'affiche et la personne qu'il fréquente. Il confie ses soupçons aux autorités, mais avant qu'elle ne puisse l'arrêter, Kazuko déserte. Elle part en vélo pour Nagoya, puis s'en va pour Fukui, où elle recommence une nouvelle vie. La police s'inquiète. Les années passent et le délai va bientôt expirer. Kazuko reste pourtant introuvable. Il ne reste plus qu'1 an pour la condamner, alors pour accélérer le processus, une récompense d'1 million de yens est proposée à quiconque aurait des informations sur la fugitive de Matsuyama. C'est une première pour le pays. 14 ans, 11 mois et 10 jours sont passés et Kazuko est toujours en cavale. Il ne reste qu'1 mois pour la retrouver où elle sera libre. Les policiers étudient chaque témoignage.
En tout, ils en ont reçu plus de 4000 en 11 mois. Certains étaient motivés par la récompense, mais le 24 juillet 1997, la police reçoit un appel déterminant. Un homme leur indique qu'il a aperçu une femme ressemblant à la fugitive Kazuko Fukuda dans un restaurant de Fukui. Des agents se rendent sur place et attendent cette mystérieuse inconnue. Rien. Ce n'est que 5 jours plus tard qu'elle réapparaît, une bouteille à la main. Elle se présente, elle s'appelle Nukiko Nakamura. Les autorités se méfient, elle ne ressemble pas du tout à la meurtrière recherchée, mais dans le doute, et lui demande de venir au poste pour l'interroger, chose qu'elle accepte. Sur place, il requiert ses empreintes digitales. Elle refuse et s'en va. Alors que tout semble perdu, un agent remarque que l'inconnu a laissé sa bouteille d'alcool. Ils extraient son ADN. La correspondance avec les empreintes relevées chez Atsuko est parfaite. Kazuko Fukuda est retrouvée après 14 ans, 11 mois et 10 jours. Il ne restait plus que 20 jours avant qu'elle ne soit libre. Le soir même, il retourne la chercher. Elle avoue tout. Elle s'appelle Kazuko Fukuda. Les autorités de Fukui la transfèrent le lendemain matin au poste de police de Matsuyama en train. Les journalistes suivent son transfert de très près. L'affaire fait la une du pays. Une meurtrière est retrouvée près de 15 ans après. C'est une première au Japon. Kazuko Fukuda est condamnée quelques mois plus tard à la perpétuité et elle est décédée en 2005 d'une crise cardiaque à la prison de Wakayama. Et voilà, c'était l'histoire de la fugitive de Matsuyama, Kazuko Fukuda. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et on se dit à la prochaine histoire. Ciao!